Bonjour Brigitte Bourguignon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, vous êtes en charge de l'autonomie. C'est un dossier qui est important, je l'évoquais tout à l'heure. Emmanuel Macron, il y a 3 ans, avait réuni un congrès. Là, les rumeurs tournent autour d'une nouvelle possible convocation du congrès. Il y a 3 ans, il en avait parlé de l'autonomie. On va en parler avec vous. Il y a un mot, une expression, c'est un vilain anglicisme dont on a beaucoup parlé, c'est l'EHPAD bashing, qui a connu une énorme recrudescence pendant cette pandémie de la Covid, en raison du décès de près de 40 000 personnes dans les EHPAD. Quel enseignement en tirez-vous? Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions sur le modèle de l'EHPAD? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à changer? Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas entrer dans cette logique d'EHPAD bashing, puisque vous le disiez, c'est un mot assez abject, parce qu'il y a eu en même temps des enseignements à tirer de cette crise sanitaire, du personnel qui parfois est resté vivre avec ses résidents pour les protéger, des directeurs, très forte implication, de l'animation qui a été préservée, du lien social qui malgré tout a été sauvé par endroits. Pour autant, on doit aussi ne pas être aveuglé par cela et voir aussi les dysfonctionnements qui ont révélé aussi l'obsolescence de certains établissements, l'isolement trop fort de certains établissements aussi. Et donc, oui, il faut en tirer aujourd'hui les enseignements. La crise sanitaire nous a malheureusement aidés à voir ce qu'il fallait rectifier, et notamment aussi, je pense, en premier lieu et avant toute chose, le droit des résidents et le droit des personnes qui doit être respecté dans ces établissements. Obsolescence, du coup, il y a un plan de relance qui a été annoncé en septembre dernier avec 2,1 milliards d'euros qui sont consacrés à la rénovation de places en EHPAD. Où en est-on de ce déploiement de ce plan de relance? Alors, on est justement à l'aune de ce plan de relance et de ce développement en 3 objectifs principaux. Les objectifs principaux, c'est la rénovation d'établissements qui sont, comme je vous le disais, obsolètes par endroits. C'est la modernisation de ces établissements aussi par endroits. Et là, on a les moyens pour le faire. Et puis, la troisième chose, c'est l'ouverture de ces établissements. La rénovation, ça n'est pas seulement repeindre un établissement, et ça, je ne peux pas l'entendre. C'est seulement la rénover. La rénovation doit avoir lieu aussi en évitant les chambres doubles, toutes les choses qui ont été complètement rejetées à la fois par le public, les résidents eux-mêmes, et même les soignants qui le déplorent. Donc on doit repenser son organisation géographique. Complètement repenser. Il y a 1,5 milliard qui seront consacrés pour cette rénovation d'établissements. Pour les établissements qui verront le jour, il y aura aussi tout un plan de restructuration avec cette idée qu'on a d'une ouverture de ces établissements pour le public, pour les résidents, une vie sociale protégée, et puis la modernisation à travers les petits équipements, le numérique aussi qui a fait son apparition dans beaucoup d'établissements et qui a quelquefois aidé à maintenir l'animation sociale. Et puis le 12 juillet, je vous en fais l'annonce, on lancera le laboratoire des solutions de demain. C'est-à-dire qu'avec la CNSA, pour lesquels nous avons recruté du personnel, nous allons aussi travailler... La Caisse nationale de solidarité d'autonomie. Oui, pardon. On va travailler avec des gestionnaires, avec des architectes, avec des personnes qui ont des idées à nous donner sur ces établissements que nous souhaitons moderniser, ouverts, ce que... On est en droit aujourd'hui d'aspirer dans cette société. Des représentants des familles aussi? Des représentants des familles que moi j'associe déjà dans un groupe éthique, notamment autour du droit de visite, autour des protocoles qui ont contraint parfois des établissements à fermer. Aujourd'hui, nous travaillons aussi sur toutes ces règles éthiques pour ouvrir ces établissements au maximum, en transparence surtout. On en a rigolé, à plaisanter avec nos différents intervenants. Il y a beaucoup de rapports là-dessus. Oui. Donc ce laboratoire, qu'est-ce qu'il va apporter de plus que toute la littérature qui a déjà été rédigée sur ces questions-là? Quelles sont les échéances d'ailleurs? Le laboratoire, vous le réunissez, oui. Et après, il doit rendre des conclusions quand? Il faut agir vite. On le lance le 12 juillet, nous allons aller très vite justement, c'est pour rendre opérationnel et avoir une vision aussi sur les projets qui seront dépassés. Moi, j'appelle les gestionnaires à nous déposer les dossiers aussi vite que possible dans le sens que nous lui donnons. Les rapports ne sont jamais vains et les rapports sont utilisés. Et je voulais le redire, au moment où nous travaillons sur le texte que vous avez évoqué tout à l'heure, chacun des rapports, évidemment, nourrit
ce texte. Jamais un rapport n'a été inutilisé et n'a pas servi de base. Pour autant, il ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga, il doit aussi nous orienter et nous devons aussi nous l'adapter aussi aux vraies demandes, avec quand même, entre-temps, et il faut se le dire, une crise sanitaire qui a démontré les insuffisances, les manques et les lacunes sur lesquelles nous travaillons. Ce texte de loi, j'imagine que certains de vos intervenants précédents ont été consultés. Le calendrier, quand est-ce qu'il pourrait être annoncé? Très prochainement. Je n'ai pas le calendrier, vous le savez très bien. Nous avons le président qui s'exprimera sur la feuille de route prochainement et nous serons prêts et nous sommes au rendez-vous, bien sûr. Ce qui compte surtout, c'est que nous travaillons. Nous travaillons déjà depuis des mois. Nous travaillons à la fois sur les métiers, nous travaillons sur les établissements, comme vous venez de le dire. Vous avez vu, les moyens seront là, ils sont à la hauteur. Nous n'avons jamais autant investi dans les établissements, dans les moyens humains aussi qu'on y a mis. En 2019, 7 000 personnes de plus dans les EHPAD. En 2020, 10 000 de plus. Je pense qu'il faut encore parfaire les choses. Moi, je voulais vous dire que je regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Comment on regarde dans d'autres pays le grand âge, comment on regarde la dépendance et surtout comment on regarde l'autonomie. Et les exemples étrangers ne manquent pas non plus pour étayer un peu nos réflexions. Vous avez reçu le sénateur Beaune qui a fait un rapport justement avec Madame Meunier. Moi, j'aime autant vous dire que ce rapport m'a beaucoup intéressée et que je me suis rendue au Danemark pour voir un peu comment ils avaient abordé, eux, ce sujet du grand âge, qui d'ailleurs aujourd'hui fait société chez eux. C'est vraiment d'ailleurs, c'est un enjeu sociétal. Mais Marc Bourquin en parlait Bien à sûr, l'instant. Il bien disait, sûr. effectivement, ça a été extrêmement développé. Et j'en reviens un petit peu maintenant en disant que Ouais. peut-être il y a des établissements, des EHPAD qui sont nécessaires. Mais il disait vraiment, c'est de l'EHPAD qui se déplace à domicile. C'est ça. Donc ça nécessite Et même de gros moyens. les EHPAD sont conçus comme un domicile aussi. C'est ça qu'il faut qu'on change dans cette culture. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des mini-hôpitaux en France. Les EHPAD, bien sûr, sont réservés à des personnes qui sont en grande dépendance, et doivent l'être d'ailleurs. D'autres personnes n'ont rien à y faire, parce que nous ne travaillons pas suffisamment sur le domicile. Et l'approche domiciliaire qui a été faite au Danemark est très intéressante en ce sens. Eux ne parlent pas même d'autonomie, ils parlent même de rééducation à l'autonomie. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on peut repousser la dépendance le plus loin possible. Et les établissements eux-mêmes, que je suis allée visiter, sont conçus comme des établissements ouverts dans la société, inclus dans la ville, avec même parfois des résidents, des familles qui habitent au-dessus de l'EHPAD et qui partagent la vie. Ce qui est important dans ces établissements aussi, c'est le droit des citoyens, le droit à disposer de votre vie, de votre façon d'être et du respect aussi de vos rythmes parfois, votre alimentation, vos goûts, la culture, le sport, avec toujours cette idée de repousser au plus loin la dépendance. Et c'est ça qu'on doit changer dans notre approche finalement de ce sujet. Alors nous avions volontairement intitulé cette conférence « Les EHPAD coûtent-ils vraiment si cher ?» Ça renvoie à deux notions. Le reste à charge pour les résidents ou leur famille, ou les deux, et puis évidemment le coût pour la collectivité. Est-ce que le rapport qualité-prix est bon ou pas en France pour les EHPAD? Je pense qu'on a toujours abordé le sujet de l'autonomie et de la dépendance en termes de coûts et qu'il faut arrêter d'en parler ainsi. Je pense qu'on l'a toujours aussi appréhendé en termes uniquement de placement en EHPAD et jamais sur cette beaucoup plus longue tranche de vie qui vous permet de vivre à domicile. Et je pense que ce vivre à domicile doit être la culture générale et ça change les coûts évidemment quand on appréhende ce sujet de cette manière-là, et c'est comme ça que certains pays d'ailleurs l'ont appréhendé. Et en plus, ça correspond au désir des personnes. Va-t-on un jour entendre finalement ce que les Français disent « je veux vivre chez moi », le chez moi n'étant pas forcément le domicile que vous avez occupé toute votre vie. On en est conscient, il y a des domiciles qui sont parfaitement inadaptables. Mais vous avez des solutions alternatives, des résidences autonomie, des résidences services, des logements partagés, des colocations. Il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a cette petite musique-là qui commence à bien se développer dans le pays. Donc il faut en faire une vraie politique publique très intense sur les territoires, sur les investissements que nous ferons. Et les EHPAD doivent être des structures complètement reliées à tout ça et pas isolées, pas une finalité en soi, mais quelque chose qui s'articule avec le domicile, avec ces résidences dont je parle, avec la vie culturelle et sociale d'un village ou d'une ville. Et voilà comment on doit concevoir aujourd'hui cette feuille de route. Est-ce qu'il ne faut pas retirer un peu de techno aussi?
GMP, GIR, PMP, CEPOM. C'est très compliqué à comprendre. C'est malheureusement compliqué, mais c'est un peu inévitable quand vous voulez doser, comprendre, analyser. Et bien sûr qu'il nous faudra toujours avoir une détermination d'un taux de dépendance pour savoir ce à quoi vous avez droit. Il faut changer les prestations aussi, parce que les prestations ne sont pas adaptées finalement à l'évolution de votre dépendance, ou en tout cas au stade de votre autonomie préservée. Et ce qu'on veut aujourd'hui, vous avez des allocations personnalisées à l'autonomie avec des volets qui ne sont absolument pas utilisés par les gens. Et ça, c'est quand même un problème. Par exemple, vous avez le volet de l'aide au répit ou de l'aide plus matérielle, plutôt que l'aide seulement humaine. Il faut réussir à ce que les gens s'emparent de cette allocation vraiment, se l'attribuent et règlent leurs problèmes ainsi. Et donc, il faut que toutes les structures qui travaillent sur le domicile travaillent aussi d'une manière ouverte avec les autres établissements, avec le libéral, avec la médecine de ville, avec les hôpitaux et avec les EHPAD. Moi, j'imagine qu'un jour, tout cela peut s'articuler très bien. Est-ce qu'il ne faut pas aussi de la simplification, on en a parlé, mais les systèmes de GIR, tout ça, c'est un peu ma marotte. C'est extrêmement compliqué, peut-être même y compris pour les assistantes sociales qui accompagnent des personnes âgées ou alors leurs familles qui sont à l'aube d'une entrée en EHPAD. Est-ce que l'effort ne doit pas être mis là aussi sur la pédagogie auprès des accompagnants des gens qui sont potentiellement éligibles à une place en EHPAD ou maintien à domicile? Il y a des pays qui vont très très loin dans l'analyse de votre degré de dépendance ou d'autonomie. Excusez-moi de revenir au Danemark, mais ça m'a beaucoup frappé. Les communes, qui sont le genre de département chez nous, ont des employés qui vont à domicile très régulièrement, faire des visites à domicile pour étudier un peu l'évolution de la dépendance ou de l'autonomie un peu perdue de la personne. Et ils arrivent comme ça à évoluer. Donc on n'est peut-être pas dans une grille aussi stricte que chez nous, et ça permet en tout cas d'adapter de plus en plus la prise en charge en direction de ces personnes. Donc moi j'imagine quelque chose de plus souple. Ce qui compte surtout, c'est qu'on ait en France un seul endroit où les gens puissent avoir toutes ces informations. Ce que je déplore, c'est que vous avez des tas de services différents, des tas de guichets différents. Et par exemple, si vous voulez adapter votre logement, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir d'autres guichets. Et nous, ce que nous voulons, en tout cas, c'est, comme vous le disiez, simplifier, c'est commencer par donner la bonne information. Et à quelle échelle ça doit être se concentrer? À l'échelle départementale? Départementale, parce que c'est quand même, l'interlocuteur en première ligne, avec des services adaptés pour cela, avec déjà des MDPH qui existent, des maisons pour les personnes handicapées, qu'on relie avec les personnes âgées. Nous voulons en faire des centres d'information uniques partout. Alors j'entends, c'est ma dernière question, le fait que vous ne vouliez pas concentrer la question de la dépendance autour du coût. Néanmoins, c'est un réflexe chez tous les gens dans l'opinion publique. Ça coûte cher, public, lucratif, non lucratif, etc. etc. Est-ce qu'il y a des pratiques tarifaires qu'il faut encadrer? Est-ce que là-dessus, il y a un accent à mettre? Je pense que ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à un tarif, c'est d'abord une clarté. Vraiment qu'on ait le détail des offres que vous avez lorsque vous allez vers un établissement. Il faut qu'on sache exactement quelle prestation vous sera offerte lorsque vous arriverez dans cet établissement, en termes d'encadrement, en termes de services rendus, en termes de toutes les prestations qu'on peut offrir, qui sont presque de l'ordre hôtelier parfois. La deuxième chose qu'on doit regarder aussi, c'est le fait que beaucoup d'établissements aujourd'hui sont déshabilités de l'aide sociale, et ça pose un problème. Donc il faut aussi qu'on ait une couverture maximale sur le territoire qui permette à toute personne d'accéder, elle aussi, à un établissement de qualité. Moi, je crois que c'est la transparence que nous devons exiger, qu'il y ait une charte, en tout cas, qui nous permette d'avoir vraiment cette qualité qu'on est en droit d'exiger quand on entre dans un établissement. Et des chiffres qui doivent arrêter d'être explosifs, astronomiques, pour des personnes qui ne pourront plus en bénéficier. Donc il y a un moment, il faut que chacun régule un peu les prestations qu'il offre, mais je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est de la clarté, de l'information, aussi bien aux familles qu'aux résidents. On a vu aussi que l'opacité parfois crée du litige, crée des problèmes. Je profite de votre présence, je prends la balle au bon. J'ai affiché une facture d'un EHPAD, c'est dans le Vaucluse, 3 lignes, enfin une ligne totale, 3 lignes. Il faut développer ça, le détailler. Oui. Expliquer ce qui se cache derrière, oui. le coût de l'hébergement, expliquer ce qui se passe
ce qui se cache derrière la prise en charge du département, celle de la sécurité sociale, etc. Absolument. Je crois que les gens sont en Détail droit égale d'avoir transparence. le détail de qui finance quoi et qui n'est pas à la hauteur parfois. Donc voilà. Merci Brigitte Bourguignon. Merci. C'est la fin de cette conférence. J'espère que celles et ceux qui nous ont suivis, ils étaient nombreux, auront eu des réponses à leurs questions. On a beaucoup parlé du système actuel, un peu moins. C'était une volonté de notre part de l'EHPAD du futur qui, pour l'instant, reste encore pas de la science-fiction, mais on va y venir. Mais là, il y a un système actuel. Cette conférence sera disponible en replay très rapidement sur notre site internet. Et donc, nous attendons avec impatience, du coup, les annonces, sans doute, du chef de l'État dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci.